cadeau, hein, et permettre à nos auditeurs, d'abord, je vais aller d'abord du côté donc, de monsieur, je préfère avoir monsieur Ousmane Ba, hein, puisque je sais qu'il a beaucoup plus de commentaires, hein, avoir un commentaire, une analyse hein, de monsieur Ousmane Ba de la prestation du docteur Kassouri, hein, que j'ai trouvé très éloquent, très éloquent. Voilà, et ensuite prendre au moins quelques questions des auditeurs. Et s'il vous plaît, hein, quand nous avons donc des personnalités, vous connaissez déjà le principe. Hein? Alors, limitez vos questions, soyez laconiques, voilà, et puis dans les commentaires, nous allons les avoir plus tard. Monsieur Ousmane Ba, vous, exceptionnellement, je vous donne 2 minutes pour analyser un peu hein, l'interview que vient nous accorder le docteur Kassouri. Alors, bonsoir Jacques Roger, je ne vous ai pas entendu. Non, je vais vous permettre donc d'analyser un peu l'interview, hein, et puis vous, je vous permets d'analyser pendant 2 minutes, et les auditeurs, ils auront peut-être 1 minute pour poser la question. Allez-y. Merci beaucoup Jacques Roger, je dis merci au docteur Kassouri d'être venu à Jacques Roger pour répondre aux questions à Jacques Roger, non seulement aux auditeurs, on le remercie. C'est quelque chose réellement que nous apprécions parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui peut parler de la Guinée, qui est leader politique au niveau de notre pays. Mais je vais vous dire sincèrement, moi, je suis resté sur ma faim. Les questions qu'il a abordées, les questions qui ont été posées, il a tenté des fois de ne pas répondre aux questions ou bien de donner des informations qui ne sont pas correctes. Parce que aujourd'hui, quand on parle de la Guinée, on a écouté M. Kassouri Fofana nous dire entre les deux tours, on nous empêche de manger, on nous empêche de marcher dans nos rues, alors qu'il a un parti dont le sigle est le Guinée pour tous. Les rues dont il parlait, ces rues-là appartiennent à qui? À sa communauté? Je dis non. Quand il parle de magasins, ces magasins-là, un commerçant qui achète des produits pour vendre, vous pensez que ce commerçant va fermer son magasin pour affamer quelqu'un, pour ne pas donner à manger à quelqu'un? C'est regrettable quand on écoute les leaders de nos pays. Quand il parle de l'ethnocentrisme, qu'est-ce qu'il a dit lorsque le général a dit, Fassine Touré a dit, ma maman est Peul. Mais lorsque un Peul vient au pouvoir en Guinée, le lendemain c'est la guerre. C'est des personnes qui ont entretenu, qui continuent à entretenir cette haine entre les populations guinéennes. Quand on est intellectuel, quand on a occupé des postes de responsabilité au niveau de notre pays, nous devons élever le débat, bousculer les mentalités. Quand on ne bouscule pas les mentalités, on dit non, c'est ce que la population voit, c'est ce que la population veut faire, alors qu'on est leader. Quand on est leader, on donne la bonne direction à ce peuple. Si nous ne le faisons pas, c'est qu'on a échoué. Ce n'est pas parce qu'on a un agenda, ce n'est pas parce qu'on a un problème, on a un programme personnel pour accéder au pouvoir. Je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ces arts. Alors, M. Ousmane Ba, par rapport à votre analyse, hein, vous avez dit que le docteur Kassouri n'a pas répondu aux questions. À ma connaissance, j'ai posé toutes les questions que j'ai posées, il a répondu. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me citer une question où il n'a pas du tout répondu, vous n'avez pas été donc satisfait? Comme ça, nous allons aller très rapidement pour qu'il puisse répondre aux questions des auditeurs. Et à la question, par exemple, de dire comment les alliances ont été constituées, il dit que lui, il s'est allié à Alpha Condé. Ce n'est pas par rapport à un programme que Alpha Condé a donné. Il s'est allié à Alpha Condé parce que Alpha Condé lui-même, il l'a dit, et il a parlé de Mandentan, de Mandenfou. Non, mais ça, vous êtes en train de donner. Non, attendez, vous êtes en train de donner donc les explications de professeur Alpha Condé, mais pas des explications du docteur Kassouri. Il a été clair, il fait de la politique. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du monde.
Donc, ces réalités du moment recommandaient que, bon, qu'ils sont partis voter certainement pour le président Alpha Condé, et c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Quand M. Kassori nous dit que les communautés de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière pensaient que c'est comme ça que nous devons voir la Guinée, c'est lui-même qui l'a dit tout de suite. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, Jacques Roger, quand on parle de communauté, par exemple, de la Basse-Côte, moi, Ousmane, je suis né à Fria, grandi à Fria. Je vous ai toujours dit, je ne connais pas le Fouta. D'accord. Monsieur Dar, excusez-moi, vous comprenez, nous sommes pressés par le temps, comme on n'a pas assez d'âge, votre développement est assez intéressant. Mais comme il est en ligne, je vous donne au moins 30 secondes pour poser votre question, seulement une seule question. Est-ce que vous avez eu le temps même de faire un commentaire? Je crois que le docteur Kassouri a réussi à prendre un verre d'eau. Alors, allez-y rapidement, une seule question, et puis prochainement, nous allons revenir certainement dans les commentaires avec votre permission, bien sûr. Allez-y pour votre question. Ok, encore une fois, merci beaucoup Jacques Roger d'avoir invité le docteur Kassori Fofana. C'est quelqu'un qui est responsable aujourd'hui au niveau de notre pays, qui doit parler de notre pays, qui doit permettre aux Guinéens de connaître cette démocratie que nous envisageons au niveau de notre pays. Oui, la question. Ma question au docteur, quand vous avez dit entre les deux tours, il nous empêche de manger, il nous empêche de marcher dans nos rues. Vous parlez de qui? Ces rues-là, donc une campagne électorale est organisée. Les gens doivent manifester leur soutien à leur leader. Ces rues-là appartiennent à qui? Vous parlez de qui vous empêche de manger et de marcher dans vos rues. Merci beaucoup. Merci, M. Ousmane Ba, voilà, depuis New York. Alors, nous allons aller du côté donc de M. Farougou, depuis donc Brooklyn, New York. Farougou, vous connaissez le principe, soyez laconique. Une question pour le docteur Kassouri. Les commentaires, nous allons les avoir plus tard. Ok, merci beaucoup, M. Jacques. Je vais me faire court. Je vais juste aller dans la même lancée que mon frère, M. Ousmane Ba. Moi, j'ai juste une petite question pour M. Kassouri Fofana. Merci d'abord, je lui remercie pour le fait qu'il régèle l'opposition républicaine. Je vois ces militaires lors des manifestations. Je lui dis bravo. J'ai juste une petite question qui me taraude. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il ait contribué de façon directe ou indirecte à l'exacerbation communautariste communautaire entre les ethnies en Guinée à partir du moment où il appartenait, où il soutenait l'alliance Arc-en-Ciel, qu'il n'a pas dénoncé même je ne sais pas si je perçois votre question. Je crois qu'il y a un petit votre voix grésille un tout petit peu. Docteur Kassouri, est-ce que vous l'entendez très bien? Oui, je l'entends. Ok, allez-y, continuez, M. Farougou, continuez. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste lui demander s'il ne se reproche pas, s'il ne se dit pas qu'il ait contribué de façon directe ou indirecte à l'exacerbation des divisions ethniques en Guinée à partir du moment où il cautionne ceux qui avaient dit que voilà, ils ont fermé pour nous affamer ou ceux qui ont dit que les peuples ont empoisonné les autres par l'eau. Tout ça là, ça a été monté par l'arc-en-ciel. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Aboulaye Koyi, le principe, soyez aussi laconique. Voilà. Concis, laconique. Allez-y, Aboulaye. Bonsoir, Roger. Bonsoir, docteur Kassouri. Moi, je ne vais pas poser des questions politiques parce que des questions financières parce que je n'ai aucun élément pour vous confondre. Mais à écouter aujourd'hui le professeur Alpha Condé qui traite la commune de Ratoma de ghetto, alors que nous savons que vous étiez dans le gouvernement de Lansana Conté, alors que vous êtes dans le plan directeur de Conakry, c'était ériger Ratoma en cité administrative pour désengorger un peu Kaloum. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé traite la commune de Ratoma de ghetto. Et lors de l'immigration du pont, il a dit même les chiens peuvent marcher dans la rue. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des taxes aux États-Unis. Vous êtes là dans le cadre que tout est bien organisé alors que vous avez géré le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait quand vous parlez des États-Unis ou de la Guinée, vous venez aux États-Unis pour payer vos taxes sans que la police ne soit derrière vous? Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'homme politique qui a géré la Guinée? Merci. Alors, docteur Kassouri, vous avez 3 questions. Alors, allez-y pour la réponse aux 3 questions.
Je vous remercie pour autant que je m'en souvienne parce que les commentaires diluent parfois les questions. On s'y perd. Alors, je voudrais mettre mon frère Ba à l'aise. Je voudrais lui donner la précision que quand on dit qu'on vous empêche de manger, on vous empêche de marcher, on parlait de l'IFDG et de ses militants. OK? On était en campagne. Ce que j'ai dit et que je tiens une fois pour toutes à être compris là-dessus. Je dis que la campagne du premier tour nous a donné des arguments pour combattre le candidat Cellou au deuxième tour. C'est vrai, je l'avoue, peut-être que cela a dû exacerber les contradictions ethniques. C'est vrai, je l'avoue que les élections se sont passées sur fond de directives communautaires. C'est vrai que je l'avoue que la conséquence a été un pays divisé, plus divisé après les élections. Ce que vous devez retenir est que empêcher de manger ou faire de l'agitation dans la rue, ça a été des arguments utilisés contre l'IFDG et son candidat. Et je crois que ça a marché. Je rappelle ça simplement pour dire que dans toute campagne, que quand la politique de communication n'est pas bonne, quand l'approche de campagne n'est pas bonne, ça peut donner aux concurrents ou aux challengers de tenir compte des faiblesses, exploiter ces faiblesses, les mettre à profit pour supporter son cas. Je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé en disant cela, on le pensait comme tel. Je dis simplement qu'on a utilisé cela comme argument pour combattre nos adversaires. Il ne faut pas donner une exagération à la chose. Est-ce que nous avons contribué de façon directe ou indirecte à l'exacerbation du système parce que on a adhéré au RPG? Écoutez, ça c'est une question, je dirais, assez vicieuse. Le professeur Alpha Condé est un politicien de longue date. Nous avons dans notre histoire récente, en tout cas en termes de démocratie, nous avons l'image de 4 politiciens qui ont été les pionniers pour le combat ou dans le combat de la démocratie pour notre pays. Parmi lesquels Alpha Condé, bien sûr, Siraj Diallo, Ba Mamadou et Jean-Marie Doré. Alors, s'allier à l'un ou à l'autre n'est pas contribuer à l'exacerbation de l'ethnocentrisme ou du régionalisme. Je ne suis pas de la même ethnie que M. Alpha Condé, tout comme je ne suis pas de la même ethnie que Cellou Dalein dans le camp duquel je suis aujourd'hui. Nous ne sommes pas de la même ethnie du tout. Donc la question n'est pas mal à propos, ce n'est pas lié. La question de ghetto ou chiens qui peuvent marcher sur la rue, ça c'est des exagérations de langage regrettables qui ne sied pas à un président de la République. Je le dis de manière ferme, c'est regrettable parce que ce n'est pas un langage propre à un président de la République. Mais je crois que les habitudes ont la vie dure
combattants de la liberté, politiciens traditionnels, les habitudes ont la vie dure. M. Alpha Condé ne peut pas se passer des exagérations de langage de ce type, mais c'est regrettable. Voilà ce que je pourrais, de manière courte, répondre aux 3 questions. Voilà. Merci, docteur Kassouri. Vous avez été très, voilà. Alors, allons à Titi, docteur Kassouri, pour prendre encore autres questions rapides. Alors, une petite minute, je pense que nous allons aller. J'avais tout à l'heure positionné monsieur, notre frère donc, de Zéro Corée, monsieur Lastiné. Je pense que nous allons vous avoir tout à l'heure. Alors, non, c'est pas grave. Nous allons bien aller à Zéro Corée avec Lastiné Keita. Keita, vous êtes en ligne. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, monsieur Keita. Ouais. Bonsoir, docteur Kassouri. Et Keita. Bonsoir. Il faut qu'on a. Ouais. Bon. Moi, le docteur a beaucoup expliqué beaucoup de choses déjà, et franchement, c'était édifiant. Je vais tout droit à une question technique qui me tenait vraiment à cœur. Oui. Bon, loin de tergiversations politiques, en tout cas bien chères, tout cela, qui ne sont pas, pour le moment, de toute façon, prouvées, donc il faut s'en méfier. Donc, ma question se porte sur un interview que le docteur avait donné en 1999 dans le journal Jeune Afrique, Économie. Et j'ai la copie ici avec moi. Et c'était une question d'un journaliste qui lui demandait sur l'éligibilité de la Guinée à l'initiative PPTE. Et je vais tout rapidement, le docteur avait répondu que non, en décembre 1999, on ne pourrait pas être éligible. Et qu'il fallait attendre jusqu'en 2000. Et pour parler d'éligibilité, et que cela allait prendre au moins au minimum 3 ans encore, et pour qu'on soit vraiment sur le point d'achever l'initiative PPTE. Allez-y directement aux questions. Allez-y directement à votre question, pas trop de commentaires. Parce qu'on n'a pas... Exactement, la question c'est, maintenant que l'équipe du professeur, l'équipe qui l'a même aidé à être en place aujourd'hui, et a achevé cette initiative PPTE, après multiples échecs des différents gouvernements en Guinée, et l'équipe de l'arc-en-ciel, en tout cas du professeur Alpha Condé, avait réussi cela en 15 mois, disons. Qu'est-ce que le docteur, en tant que technicien et politicien, pense de cela, de cet achèvement? Est-ce que cela... en tout cas, qu'est-ce qu'il pense de cela en contraste Merci, M. Keita. Les échecs des autres gouvernements? Merci, M. Keita. Alors, docteur M. Keita. Oui. Malgré le respect que je vous dois parce que vous êtes un Keita, vous êtes mon beau. Vous faites de la propagande là pour le RPG. Ça, c'est de la propagande tout en déformant les réalités. Écoutez, oui, je vais vous dire pourquoi. L'initiative PPTE est une initiative créée par les institutions de Bretton Woods et qui s'exécutait sur 3 ans au minimum. Il n'y a pas de pays qui ait fait l'initiative en moins de 3 ans, ça n'existe pas. Il faut comprendre ça. Nous avons commencé, on ne pouvait pas être éligible parce qu'on n'avait pas fini le programme de facilité traditionnelle pour remettre les pendules économiques à l'heure. En 1999, on a commencé l'initiative et je disais qu'on atteignait, vous m'avez mal lu, si vous avez le journal, vous pouvez le lire, qu'on atteindrait le point d'achèvement en 2000, au courant 2000. Ça, parce que c'est un processus. L'initiative PPT, c'est un processus. Alors, sans chercher à minimiser le succès de l'équipe du professeur Alpha Condé pour l'aboutissement de l'initiative, ce que vous devez comprendre, c'est que la communauté internationale a fait don à la Guinée de considérer que la première année, en montant qui avait été faite avec succès, et une année et demie qui avait été faite avec succès, soit considérée dans l'évaluation du processus PTTE pour que l'achèvement du programme puisse se dérouler. C'est le cadeau qu'on a fait.
Ce n'est pas que le professeur, les autres équipes ont échoué, parce que ce qui s'est passé, et ce que je dis là, vous pouvez le tester à travers les documents de la banque et du fonds, allez sur le site web du Fonds monétaire et de la banque, vous trouverez que l'initiative CPTE jusqu'à mon départ du gouvernement était en bonne marche. On était à 3 mois du point d'achèvement quand j'ai quitté le gouvernement, et après les choses ont dérapé. Le gouvernement, l'initiative a été suspendue. Quand M. Seloudale est arrivé en 2003-2004, il a repris le fil dans des conditions d'efficacité souhaitables avec les institutions. Ça a commencé à marcher, et après, on l'a sorti dehors. L'initiative a été le programme a été suspendu. Ça, c'est pas de la politique, je te parle des chiffres, et vous pouvez tester mes déclarations par rapport aux informations que vous pouvez trouver sur le site ou de la banque ou du Fonds monétaire. Et donc, 10 ans, on a tourné en rond. Le professeur Alpha Condé vient aux affaires, on nous donne le bénéfice du doute, on dit, bon, les succès enregistrés dans les années 2000, on va considérer que vous avez déjà fait une année du programme, une année et demie. Faites fort pour terminer ce programme, c'est ça qui a été fait. Et je ne suis pas en train de minimiser ce succès est important pour la Guinée. Ça, quand on a eu l'initiative ici, c'est d'ici de Washington que j'ai appelé Conakry sur toutes les radios pour féliciter le gouvernement, féliciter le président de la République pour ce succès pour la Guinée qui venait de couronner les efforts entrepris en 98-99 et qui, hélas, ont évolué en dents de scie. Donc, c'est cela l'initiative. C'est un peu mon mot de la propagande politique que de dire les autres ont échoué. Non, non. Si vous regardez l'histoire, c'est que les efforts ont été discontinus. On a commencé, on a exécuté la première année et demie du programme avec succès, et puis on est sorti du programme avec des explications liées à la fois à l'attaque rebelle de 2001 et liées aussi à la mauvaise gestion qui a suivi la maladie du président Conté. Voilà. Merci beaucoup, cher frère Keïta. On reviendra à vous un peu plus tard. On va quitter Keïta pour aller du côté d'un Condé. Ce n'est pas donc le président Alpha Condé. Voilà, c'est plutôt Timo Condé. Voilà. Alors, Timo Condé, allez-y, vous êtes allé. Alors, Timo Condé. Alors, je pense que Timo Condé est donc intimidé donc, par le docteur Kassori, c'est pas grave, on va voir plus tard. On va prendre donc Sissoko. Alors, Sissoko, vous êtes en ligne. Bonsoir, M. Zakouroye. Bonsoir, M. Kassori. Bonsoir. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. On n'entend rien. Alors, Monsieur Sissoko, allez-y pour votre question. Alors, je disais, ma question, c'est pour le projet de Garafiri. Vous étiez dans les affaires au moment du projet de Garafiri, parce que tous les Guinéens ont contribué, même les aveugles. Donc, comment le projet de Garafiri a échoué? Si vous pouvez nous expliquer concernant le projet de Garafiri, je vous remercie. Alors, docteur, comme c'est une question économique, je vais vous permettre donc de dévier cette question, de répondre à cette question, et puis nous allons prendre deux autres personnes. Écoutez, ça c'est ce genre de légende dans la tête des Guinéens qui ne repose sur aucune objectivité. Personne ne vous dira que le projet de Garafiri sur le plan technique a échoué. C'est pas vrai. C'est la mauvaise information. Le projet de Garafiri, je dois vous rappeler, est un projet exécuté sur la base de dossiers élaborés en relation avec la communauté internationale. C'est un projet cofinancé par une douzaine de bailleurs de fonds avec des exigences de transparence totalement dures. Le projet est un bon projet. Le projet de Garafiri produit encore
Mais ce qui donne l'impression aux Guinéens que c'est un mauvais projet, parce que c'est la campagne politique qui a précédé l'exécution de ce projet, qui disait, si vous vous souvenez, c'est M. Keita, c'est un autre Keita qui a posé la question. Et M. Condé, on disait, la Garafiri, c'est la solution. C'était ça le slogan à l'époque. La Garafiri, c'est la solution. En fait, Garafiri n'était pas la solution. Garafiri était une solution ou un début de solution à nos problèmes énergétiques. Garafiri ne fait que 75 mégawatts de productible contre un besoin à l'époque qui avoisinait 200 mégawatts et face à un disponible en thermique qui était autour de 30-40 mégawatts. Donc le déficit énergétique était là. Ce déficit s'est creusé parce qu'il n'y a pas eu d'investissement additionnel et ce qui a donné l'impression aux Guinéens, comme il n'y a pas de courant, que Garafiri, qui était supposé être la solution, a échoué. Non, Garafiri continue à produire les 75 mégawatts. Prenez votre téléphone, demandez à Conakry, aux spécialistes, à l'EDG, l'électricité de Guinée, ils vous diront que Garafiri marche. Mais Garafiri marche. Nous, aujourd'hui, Garafiri, c'est 75 mégawatts et quand vous ajoutez les capacités thermiques additionnelles, nous aboutissons peut-être à 150-200 face à un déficit de 500 mégawatts, à un besoin de 500. Alors, l'offre est inférieure à la demande. Résultat, il y a déficit. C'est ça qui donne cette impression que Garafiri a échoué, c'est pas vrai. C'est une très mauvaise information. Garafiri a été un succès, un très bon projet. Merci beaucoup. Hein. Nous allons aller directement du côté donc de Chicago avec Idriss Camara. Oui, M. Chef, bonsoir à vous et bonsoir, M. Fofana. Merci, M. Camara. Bonsoir. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bon, moi, la seule question que je voulais vous poser était de savoir aujourd'hui, vous qui étiez auprès du président de la République lors du deuxième tour, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien énuméré tout à l'heure, l'hypnostratégie, je pense, a été la méthode qui a été utilisée par le pouvoir, par le parti d'antan, avec ses alliés, et pour pouvoir avoir le pouvoir aujourd'hui. Selon vous, aujourd'hui, que pensez-vous qu'il soit une solution vraiment louable qui puisse permettre à la Guinée aujourd'hui de s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu ethnicisé tellement que aujourd'hui, les Guinéens même s'en prennent entre eux. Alors que je pense que la patrie doit être, ainsi que le peuple doit être au-dessus de tous ces problèmes. Alors, écoutez, je vous remercie, M. Camara. C'est une question pertinente et je la considère comme la meilleure jusque-là posée sur ces problèmes politiques. C'est un constat que j'ai fait. Je vous ai raconté l'histoire de mon échec aux élections. Ce n'est pas qu'au deuxième tour. Allô? Oui, alors, une minute, je crois qu'il y a... Voilà, allez-y, oui. Allô? Oui, vous êtes en ligne, docteur, allez-y. Je disais que c'est un constat quand je dis que les élections se sont passées sur fond ethnocentriste. Je ne le dis pas pour le deuxième tour seulement. Ça a été la réalité même du premier tour. Et c'est ce qui a fait la différence entre les candidats. Je vous ai dit que j'ai fait la campagne au Fouta, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, région que j'ai privilégiée par rapport à ma région natale. Résultat, j'ai eu des résultats médiocres parce que je n'ai pas compris que pour cette campagne-là, les choses se jouaient sur fond ethnocentriste. Alors, dans la tendance qui s'est poursuivie au deuxième tour, et monsieur, je vais vous dire une chose, monsieur Camara, l'ethnocentrisme, en termes d'approche électorale et de mise en place de fiefs électoraux, est concevable. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité d'aller au-delà de son fief. Je vous donne cet exemple. Si vous voyez le résultat du premier tour, M. Selou est le candidat qui avait visité l'ensemble des préfectures du pays. Il a eu
beaucoup plus d'adhésion que son challenger, M. Alpha Condé, qui, par exemple, j'ai pu vous le dire, n'a pas été à Porkara, n'a pas été dans certaines villes comme Bofa, etc., etc., au premier tour. Au deuxième tour, nous avons inversé la vapeur. M. Chelou a fait une mauvaise stratégie en dormant sur ses lauriers. Nous avons fait l'ensemble du pays, enfin l'essentiel du pays des zones qui a mobilisé. Donc, M. Alpha Condé a fait une meilleure campagne. Et tout cela, l'élément ethno, c'est un constat, je ne suis pas en train de dire, je vous mets à l'aise, les auditeurs, je ne suis pas en train de dire que c'est l'idéal. Je suis en train simplement de constater que le scrutin présidentiel s'est déroulé sur fond ethnocentriste. C'est un fait. C'est un fait regrettable, il faut aller au-delà. Maintenant, pour répondre à la deuxième manche de votre question, M. Camara, la deuxième manche, que faut-il faire? Il faut signaler d'abord que mes attentes à moi étaient que, comme toute la majorité des Guinéens s'y attendaient, qu'après l'élection présidentielle, les morceaux allaient être recollés, le nouveau pouvoir allait mettre les Guinéens ensemble. Je le dis sans passion, il n'a pas réussi cela parce qu'il a fait des erreurs d'approche très graves. La première erreur, et qui est fatale à la fois à l'équilibre sociétal du pays comme nous le sentons aujourd'hui, et peut-être risquée pour son pouvoir, est de croire que la Guinée ou que le pouvoir, qu'il ne peut l'exercer qu'avec son parti, en exerçant une politique d'exclusion des autres partis. Dans une situation politique où la frontière entre le politique et l'ethnique ou la région est très mince, vous comprendrez que la conséquence de cette politisation du système de gouvernance peut conduire à l'exacerbation que nous constatons aujourd'hui du régionalisme et de l'ethnocentrisme. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Les postes de responsabilité administratifs et même des collectivités locales, les maires et tout cela, ont été distribués par le système RPG sur la base de l'obédience politique des agents, sans tenir compte de leurs compétences. Résultat, les meilleurs cadres parfois ont été relevés de leurs fonctions parce qu'ils ne sont pas du RPG, et la connotation ethnique a été l'interprétation ou la compréhension tirée de ce fait. Quand on a enlevé quelqu'un parce qu'il n'est pas du RPG, on observe que quelqu'un qui vient du RPG, c'est quelqu'un est malinqué parce que le RPG, comme tous les grands partis, est un parti à prédominance ethnique. Ne nous cachons pas la vérité, nous sommes entre Guinéens. Donc, quand un parti 90% constitué de sa base ethnique pratique la politique d'exclusion sur un plan politique, ne soyons pas étonnés que la conséquence sociale de cela se lise dans la profondeur de la fissure sociale. Parce que quand tu enlèves, tu mets un du RPG, ce un du RPG est malinqué. Ce autre que tu enlèves, Forestier, Peul ou Soussou, on ne voit pas ça comme pour dire non, on va mettre l'équipe, c'est une équipe politique, c'est son système politique qu'il met en place. Les autres, dans leur frustration, mais ça, on m'a enlevé parce que je suis Peul, on m'a enlevé parce que je suis Soussou. Voilà l'erreur fondamentale que le professeur Alpha Condé et son système de gouvernance d'exclusion
à tête. Alors, comment sortir de ça? Pour sortir de cela, d'abord, il faut dédouaner le processus électoral pour que la démocratie prévaille. Si on fait les élections dans des conditions de transparence souhaitées, c'est déjà un premier moyen d'apaisement. Deuxièmement, il faut fixer les règles transparentes conformément à la Constitution et à nos lois, à nos règlements, des règles transparentes de distribution des postes de responsabilité, d'accès au marché de fourniture de biens et de services de l'État, parce que tout cela aujourd'hui, la frustration des gens, c'est de constater que tout ça, c'est RPG. Si tu n'as pas RPG, tu n'as pas accès au contrat d'État. Si tu n'as pas RPG, vous savez, Monsieur Georges, la frustration de ce type-là conduit à une espèce de révolte interne du citoyen et qui peut conduire à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut d'abord régler le problème politique, après revoir, restructurer le système de gestion pour que les Guinéens se sentent dans l'inégalité de traitement en termes de droits et de devoirs par rapport à leur pays. Mais 2 poids, 2 mesures et sur une base politique dans un contexte ethnicisé comme le nôtre, donne l'impression d'un tribalisme, même s'il n'y a pas l'intention de faire du tribalisme, mais donne l'impression d'un tribalisme et la frustration chez les victimes d'un traitement inégalitaire. Voilà ce que je voudrais. La transparence dans la gestion, l'égalité de traitement pourrait être demain une réponse à cette situation. Monsieur Kamara. Merci beaucoup. On va directement de Madame Tunkara. Madame Tunkara, ici. Bonsoir, M. Jacques Roger. Bonsoir, Madame Tunkara. Bonsoir, M. Ibrahim Kassouri Fofana. Bonsoir, ma soeur. Je salue tout le monde. M. Jacques Roger. Oui, madame. Et tout le monde, je voulais juste faire une petite mise au point. On n'a pas assez de temps, madame. Oui, allez-y rapidement, on n'a pas assez de temps. On avait voulu une question, mais si c'est une prise au point en 1 minute, allez-y, madame. Ok. Je veux là où nous sommes aujourd'hui. Les leaders qui étaient avec le professeur Alpha Condé, les militants et sympathisants des opposants doivent se ressaisir. Ce n'est pas le moment de jeter les questions haineuses sur nos leaders qui se sont retournés, qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Je lance l'appel là à toutes et à tous. Ce qui s'est passé, on connaît, mais on couvre tout ça là. On met la Guinée devant tout le monde. Personne ne mettra la Guinée derrière. C'est devant. Là où nous sommes aujourd'hui, moi j'attends le professeur Alpha Condé qu'il rende notre fauteuil aux Guinéens. Parce qu'il ne fera jamais l'affaire de notre pays. Et les héritiers pleurent aujourd'hui. La Guinée est devenue un pays malnutrition. Je vous remercie. Merci, M. Elhadji Ibrahim Kassouri Fofana. Merci beaucoup, Madame Tunkara. Alors, on va rapidement du côté de Mahamadi Kamara, notre frère donc, de Cancan. Voilà, Cancan, allez-y, pas de question. Bonsoir, monsieur le docteur Fofana. Bonsoir, monsieur. Oui. Bon, docteur Fofana, l'autre fois, j'ai écouté des techniciens, il paraîtrait que
même des installations à Kalim, ça date dans les années 1950. Oui. Donc, des installations de quoi? Des installations électriques. Donc, il y en a été fait. Les 26 ans du régime militaire. Pendant plus de 25 ans, il n'y a eu qu'un seul barrage de 75 MW, tandis qu'avec l'arrivée d'Alpha Condé, moins de 6 mois, il y a eu un barrage de 200 et quelques mégawatts. Et ce que vous n'avez pas pu faire, ce vieux communiste est en train de faire, vous voyez, et aussi, il paraîtrait que le barrage, je ne sais pas pourquoi, même les matins ont contribué à la construction de Garafiri. Il paraîtrait que vous n'avez pas eu de financement, donc, selon des experts, les Comora avait indiqué le barrage, mais vous n'avez pas accepté la construction de ce barrage, parce que c'était pour alimenter la forêt et la Haute-Guinée. Il fallait pour Guinée maritime. Est-ce que cela est vrai? D'accord. Quand on dit le chèque de garantie, vous n'avez pas eu de financement. C'est le pauvre qui a financé. Oui. D'accord. On a compris la question. Merci, on n'a pas assez de temps malheureusement. Alors, on va directement du côté de Chicago avec Alceni Diallo aussi, qui est donc fédéral. Donc, non, laissez-moi répondre à cela après. Aussi. S'il vous plaît. C'est M. Keita, hein? Non, camarade. Mamadi. Monsieur Kamara, je regrette, vous n'êtes pas informé. Je ne suis pas à l'aise vraiment de... mais ce que je vais vous dire que rien n'a été fait depuis 5 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si je me réfère à la réalité de l'évolution du système énergétique du pays, j'ai été président du comité interministériel de restructuration du secteur énergétique de 92 à 95, qui a conduit à la mise en place des sociétés avec l'arrivée des Canadiens, des Français, EDF et choses. Vous remarquerez que ce programme de restructuration a permis à l'époque de reprendre l'ensemble des lignes de transport, d'augmenter la capacité installée de 40 MW en thermique financée par l'Union européenne, par la Banque européenne d'investissement. Les lignes de transport ont été financées par l'Agence canadienne de développement international. Toutes ces documentations, tous ces documents existent. Et il faut comprendre qu'un pays, c'est une évolution. C'est une évolution progressive. Quand Conté prenait le pouvoir, la capacité installée au total par le régime de Sectoré après 25 ans, en termes hydrauliques, ne faisait pas 30 MW. N'est-ce pas? Lorsque Garafiri a été réalisé à 115 MW. Et si le professeur Alpha Condé fait 200 MW, on dit bravo. Mais je rappellerai même que les études du projet qu'a l'État qui est en œuvre ont été faites avant le professeur Alpha Condé. Ce n'est pas un projet nouveau. Maintenant, la question de dire que le projet devait être fait en Haute-Guinée ou en Guinée forestière au lieu que ce soit en Basse-Guinée, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'économie du projet, l'économie stricto sensu du projet, dictait, compte tenu des moyens limités, comme vous l'avez dit là. D'abord, le projet était financé. Il y a eu une mobilisation populaire qui a réuni quelques millions, mais ce n'était pas, ça c'est l'effet psychologique, simplement. J'ai été à la tête de la mobilisation des ressources. Sur un plan politique, on a fait cette mobilisation parce que la Banque mondiale a dit non, elle ne finance pas le projet Garafiri parce que, vous savez, la mode à l'époque des années 90, c'était l'environnement.
on refusait de détruire l'environnement, la banque dit qu'elle ne finance pas les projets. Là, je me suis débrouillé avec les fonds arabes et l'Agence française de développement. On a monté le financement à 150 millions. Le projet Garafiri a été financé 140, 145 millions, quelque chose comme ça. Donc le projet a été financé. C'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas de financement du tout. Et c'est pas vrai de prétendre aussi qu'il n'y avait pas de ligne de transport. Les lignes de transport du courant et de distribution ont été financées par l'Agence canadienne de développement. Les groupes ont été financés par la BEI. À cette époque, je viens de le dire tantôt, les besoins estimés étaient de l'ordre de 200 mégawatts et on avait déjà 75 en Garafiri plus l'existant en thermique et en hydraulique. Ça complétait, ça satisfaisait aux besoins jusqu'à l'horizon 2001. Si je n'avais pas quitté la Guinée à cette date, j'avais fait déjà une réunion des bailleurs de fonds pour Caleta, estimé à l'époque à environ 200 millions de dollars, 250 millions. OK? Donc c'est une logique. Il ne faut pas jeter l'opprobre aux autres. Écoutez, chaque pays, chaque régime s'entend. L'erreur du RPG est de croire que rien n'a été fait. C'est pas vrai. Et la preuve, il y a 2 ans, il est au pouvoir, les Guinéens pourraient dire, ah, mais rien n'est fait parce que vous avez promis de donner le courant en 3 mois et je disais, au professeur Alpha Condé, j'ai dit, vous ne tiendrez jamais, tu ne pourras pas faire ça, c'est pas vrai. Il dit qu'il pourra en 3 mois. On est à 2 ans, il n'y a pas de courant. D'ailleurs, la situation est plus dégradée qu'elle ne l'était avant sa prise au pouvoir. Mais cela dit, je le dis avec l'honnêteté intellectuelle, que au moins la réalisation de Caleta donne de l'espoir aux Guinéens pour qu'en 2015, début 2016, qu'on sorte pour un temps encore, parce que ça aussi, c'est pas définitif. Au fur et à mesure, monsieur Camara, que les villes se construisent, que les industries se mettent en place, les besoins accroissent. Et quand les besoins accroissent, il faut que l'offre énergétique rencontre ces besoins-là. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on tombera encore dans le déficit. C'est ce qui s'est passé les dernières années. Sinon, pour ceux qui étaient à Conakry en 2000, vous vous souviendrez quand l'EDF et Hydro-Québec International géraient le secteur énergétique, les besoins étaient satisfaits, la desserte était à 95%. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres réels issus des statistiques de l'époque. 95%. Moi, ministre que j'étais, je n'avais pas de groupe à la maison, je n'en avais plus besoin. Mais hélas, comme je vous l'ai dit, Garafiri et Caleta devaient être réalisés, commencer un début de réalisation en 2001 pour terminer en 2003. Rien n'a été fait, les besoins ont explosé et la demande n'a pas été au rendez-vous. Résultat, le déficit s'est creusé, la situation s'est dégradée. On est dans cette situation-là. Le professeur Alpha Condé a pris une bonne mesure à partir de la manne financière qu'on a reçue de Rio Tinto, de financer Caleta. C'est une bonne chose pour le pays. Ça, c'est un excellent investissement. Je ne dirais pas autant de la série des groupes électrogènes, projets mal évalués. Vous le constatez sur le terrain aujourd'hui. On y a mis 120 millions de dollars dans ces groupes électrogènes et il n'y a pas de courant parce que c'est un mauvais projet. Je limite là, M. Georges. Voilà, merci beaucoup, Dr Kassouri. Il y a tellement de noms, nous avons battu donc le record. Alors, Dr Kassouri, avec votre émission, peut-être que nous allons prendre à peu près une quinzaine de minutes. Alors, nous disons à l'imam qui devait donc avoir son émission, s'il peut nous consacrer encore quelques minutes. Voilà. Alors, nous allons aller rapidement du côté donc de Washington DC avec M. Gallas. Gallas, allez-y pour votre question courte. Allô, M. Jacques Roger. Oui, bonsoir, M. Gallas. Ok, bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir.
c'est sûr que votre parti a apporté un soutien considérable pour l'élection du président Alpha Condé l'année passée, les 2 années passées. Maintenant, je voudrais savoir quel est l'apport palpable que vous avez fait, que vous avez apporté au président Alpha Condé pour qu'il soit élu comme président de la République. Et ensuite, vous avez fait un virage à 100 degrés en abandonnant le RP et l'arc-en-ciel pour revenir à l'opposition. Quelles seront les conséquences impalpables de votre virage pour les élections à venir et pour la mouvance présidentielle, s'il vous plaît? Écoutez, c'est aux urnes de décider ce qui va arriver. Ce serait prétentieux de ma part de faire des projections à ce stade. Ce que je peux dire, on a fait une campagne qui a abouti à l'élection du président. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'autre camp, mais ce qu'on devait comprendre, c'est que mon combat politique, c'est pas pour ma personne, c'est pour la Guinée. Et je vais dans le sens de la vérité pour la Guinée. Pour donner une illustration de ce fait, et ça, c'est dans un pays où il n'y a pas de sondage, d'institut de sondage, j'invite les membres du RPG à faire attention à une chose. Quand vous voyez marée humaine de manifestants, 1 million d'hommes dans la rue, vous croyez que c'est parce qu'on leur donne de l'argent? Non. Vous devez lire cela comme un malaise. Parce que même vous qui donnez de l'argent parce que vous avez les caisses de l'État. Si vous demandez aux gens de sortir, même en donnant l'argent, vous ne pouvez pas mettre 1 million de personnes dans la rue. Ça veut dire quoi dans une démocratie? C'est le thermomètre pour un pouvoir de mesurer la satisfaction ou l'insatisfaction des gouvernés. Au lieu de jeter le pauvre sur l'opposition, vous devez tirer la leçon de cette indication, toutes les leçons pour vous ressaisir et chercher à mettre les Guinéens ensemble, que de continuer à trouver des excuses ou des charges sur les autres, alors que la réalité est là, palpable. C'est vous qui détenez la clé au problème actuel de la Guinée, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais si vous vous comportez comme de l'opposition, les habitudes ont la vie dure, quand le pouvoir se comporte en opposant, nous avons une situation tragique comme celle-là que nous vivons. Vous n'êtes plus dans l'opposition, vous êtes le pouvoir, donc vous êtes la solution. Nous pouvons manifester dans la rue, c'est pour nous faire entendre. Vous regardez la marée humaine derrière nous, si nous n'avions pas raison, il n'y aurait pas eu cette marée humaine, parce qu'on ne distribue pas de l'argent. Vous vous imaginez sur 10 km, 15 km, les gens volontairement se déplacent pour faire une marée d'1 million de personnes, alors que quand le pouvoir organise malgré l'argent, et même quand on met les véhicules à disposition, à peine ils font 100 000, ça devrait donner, arrêtons de passionner ces sujets-là. Discutons-les de manière sereine. Il s'agit de notre pays. Et puis, vous savez, c'est plus facile de régler un problème quand on a la volonté de reconnaître des erreurs et d'adresser ces erreurs avec objectivité que de tourner à rond. Je suis prêt à discuter, à échanger avec mes compatriotes, mais je suis pas en train de jeter, vraiment de m'engager dans une voie de critique non productive. C'est parce que c'est pas ça qui fera
avancer le pays. Merci beaucoup, docteur. Nous allons du côté donc, de Chicago avec Alceni Diallo. Alceni Diallo, qui est donc le fédéral de l'UFDG à Chicago. Allez-y, rapidement. Voilà, merci Jacques Roger, merci pour tout ce que tu fais. Je dis bonsoir à M. Kassori Fofana. Bon, je crois que peut-être que l'UFDG a perdu les élections parce que certainement nous n'avons pas utilisé la méthode que Sékou Touré a utilisée, la méthode que Alpha Condé a utilisée. Bon, mais nous sommes fiers, nous allons toujours nous allons toujours rester dans notre position qui est d'unir les Guinéens, quel que soit le prix. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile. Oui, Jacques, je reviens. Tu sais, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, mon problème, ce que je ressens, c'est le vrai engagement. Je suis inquiet du vrai engagement de M. Kassori Fofana du côté de l'opposition. Aujourd'hui, Alpha Condé piétine la constitution guinéenne, dont il est censé de protéger. Et aux États-Unis, quand on piétine la constitution, le président s'en va. Aujourd'hui, les Guinéens sont tués. L'article 10 de la Constitution est réduit presque à 0. On veut ramener à l'opposition à 1 kilomètre. C'est-à-dire, au lieu de dire que vous ne manifestez pas, vous ne manifesterez que de Hamdallah jusqu'au stade du 28 septembre. Je suis inquiet du vrai engagement parce que si M. Kassori Fofana, qui a travaillé avec Aladji Sello, avec un gouvernement libéral, économiquement, le général Lansana Conté, parce que tous les problèmes que nous avons enregistrés quand le général Lansana Conté est tombé malade, on a vu ce que nous avons vu. Donc, d'enseigner les Guinéens la culture démocratique, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui la question, monsieur Diallo, allez-y à la question. J'espère que je vais avoir un jour là, un peu, parce que j'ai beaucoup de choses, des inquiétudes à dire devant M. Kassori Fofana. Donc, quel est son engagement aujourd'hui de faire de la Guinée un état de droit? Pas pour manipuler, être parachuté à un pouvoir qui ne servait absolument à rien après. Parce que ce que nous avons constaté, nous savons que Alpha Condé, dans le temps de la vraie démocratie, Alpha Condé n'a pas été élu par la Guinée. Maintenant, je finis. Maintenant, l'engagement de M. Kassori Fofana a sauvé la Guinée et les Guinéens de les cultiver, la culture démocratique, laisser un État libre où tout le monde aura les mêmes opportunités et l'égalité devant la loi. Monsieur Diallo, Monsieur Kassori n'est pas au pouvoir en ce moment, il est dans l'opposition. Oui, mais non, du côté de l'opposition, Jacques Roger, aujourd'hui, tout le monde est à l'opposition, les poids lourds, Kassori est là, Sello est là, Sidia est là, Lansana Kouyaté est là. Ces gens-là ont le monopole aujourd'hui. Les militants sont derrière ces gens-là. Donc, s'ils veulent de la démocratie dans ce pays-là, il y aura de la démocratie. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, on va aller rapidement. Donc, la question à laquelle, en 30 secondes, Monsieur Diallo, il a compris ce que je vais dire. Il a compris ce que je vais dire. Écoutez. Je comprends votre impatience et se traduit un peu en une espèce d'exagération, de passion. Il ne faut pas que l'impatience vous conduise à la passion. Encore une fois, le pays est dans une situation extrêmement difficile. Encore une fois, les leaders politiques ou même les simples citoyens que nous sommes, parce que nous ne sommes pas là-bas en ce moment, nous sommes à l'abri peut-être des turbulences de là-bas, nous n'avons pas intérêt à jeter l'huile au feu. Cela ne veut pas dire que mon engagement politique peut ou doit être mis en doute. Mon virage, comme pour emprunter l'expression de celui qui vous a précédé, mon virage s'explique aussi par l'insatisfaction de la conduite du pays. Et je viens de le dire, et c'est un appel que je lançais à nos concitoyens de l'autre côté pour dire, écoutez, ne minimisez pas ce qui se passe. On n'a pas de statistiques pour savoir aujourd'hui si vous êtes populaire ou impopulaire, mais quand vous voyez la marée humaine, ça doit vous dire quelque chose. 1 million de personnes dans la rue pour parcourir des 15 kilomètres à pied, c'est l'indication que le peuple n'est pas content.
Il faut lire. Le peuple n'est pas content, on veut la démocratie. On veut la transparence. On veut l'égalité de traitement. Monsieur Diallo, sur ces valeurs-là, je suis intransigeant. Je suis intransigeant, c'est la raison pour laquelle vous avez noté mon engagement dans les marches. Je le disais toujours, pour ceux qui m'ont suivi en Guinée, que je ne vais pas dans la rue, je ne demanderai pas aux gens d'aller dans la rue, parce que mes enfants, ma famille est à l'abri aux États-Unis. Je n'envoie pas les enfants des autres dans la rue pour se faire tuer. Mais face à la situation, c'est avec beaucoup de peine que j'ai changé, j'ai fait ce virage à 100 degrés pour dire non, la démocratie est en danger, l'unité du pays est en danger, l'avenir de la Guinée est en danger. Il faut se lever pour endiguer ce danger-là. Donc, je ne vous permets pas, M. Diallo, de mettre en doute mon engagement politique. Mais en faisant cela, il faut le faire de manière responsable. Il ne faut pas mettre l'huile au feu pour que la Guinée brûle. Non, ce n'est pas la guerre nous voulons. Nous voulons que le pays continue sa marche vers la démocratie dans la sérénité. Comme cela a été prévu. C'est le sens de notre combat politique d'aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, le sens du combat n'est pas de prendre des armes pour nous opposer, pour aller combattre ou mettre les Guinéens à s'entretuer. Ce n'est pas ça le sens du combat. Mais ne doutez pas de notre engagement politique. Vous demanderez à M. Sellou, il vous dira que mon engagement est sans réserve pour cette cause, pour la cause de la démocratie. Parce que je suis convaincu que l'intérêt de la Guinée passe par ça. C'est essentiel pour tout le reste. D'accord. Alors, M. Barry Bobo du Bloc libéral. Alors oui, bonsoir M. Jacques. Bonsoir M. Bobo, Barry. Oui, bonsoir, Excellence, docteur. Bonsoir. Voilà. Docteur, voilà, vous êtes une personnalité beaucoup écoutée en Guinée. Franchement, même si on ne vous aime pas, vous êtes quand même une personnalité très, très écoutée. Et mon inquiétude se trouve aujourd'hui. Je vais revenir un peu en arrière, ce n'est pas une question économique. J'aimerais bien vous écouter, parler de l'économie, parce que en tant qu'économiste, mais je vais revenir en arrière, parler un peu de la politique pendant les élections présidentielles entre les deux tours. Une bonne partie des Guinéens s'attendaient que vous vous ralliez à l'IFDG, étant donné que c'est une personnalité que vous aviez travaillé ensemble. Vous êtes de purs produits guinéens, vous avez toujours servi ensemble en Guinée, depuis quand nous on était au lycée, à la fac, les années 95, je pense au grand projet. Maintenant, je voulais savoir, parce que mon inquiétude, souvent, je pense à ça, je dis pourquoi, est-ce que c'est par conviction vous avez soutenu le professeur Alpha Condé? Parce que nous, ici aux États-Unis, on n'a jamais vu son projet de société. Et pourquoi vous avez votre équipe étant comme Sidia Touré, que vous avez travaillé ensemble, Abessila, qui est économiste, c'est-à-dire les pragmatiques, et comme l'autre là, comment on l'appelle, Fodé Mohamed Souma, et suivre M. Alpha Condé. Donc, c'est ma question. Est-ce que c'est pas par ethno-stratégie, vous avez utilisé ça, l'influence de votre base ou de votre région ou de votre parti politique? D'accord. Je crois qu'il avait en partie répondu. Ouais, non, je peux revenir. Monsieur Kassoui, avant de répondre à la question. C'est pas un problème, je peux revenir, il a raison. Oui, avant de répondre à la question, il y a les auditeurs qui disent que M. Kassouri Fofana est un bon opportuniste qui ne s'allie jamais aux perdants. Hein. C'est toujours avec ceux qui gagnent. Hein. Alors, voilà. Donc, je vous permets donc de répondre à la question. Hein. Bon, ok, merci beaucoup. Ceux qui disent ça ne sont pas de bonne foi. Je m'excuse pourquoi. Parce que lorsque nous rejoignons le camp de M. Alpha Condé, dois-je rappeler que
Alpha Condé avait 18% et Selou avait 44%. Donc le camp gagnant était Selou, dans la mesure où avec le backup de Abessila et de Sibia, ça donnait un chiffre nominal de 65% ou plus. Alors si c'était par opportunisme, l'opportunisme dictait d'aller plutôt vers Selou. Alors pour répondre à M. Camarade, la vérité est que je vous l'ai dit, je ne le cache pas, les choses se sont passées sur un plan ethnocentrique, c'est regrettable, mais c'est la réalité. Nous avons obéi les uns et les autres aux directives communautaires. Ceux qui ne l'ont pas fait en ont payé le prix. Je ne cite pas de nom, vous avez remarqué, demandez à M. Abbé qui est à Washington ici, nous nous sommes retrouvés après le premier tour autour de nos parents qui nous ont convoqués, la coordination de la Basse-Guinée, pour dire voilà, nous avons fait un pacte avec la coordination de la Haute-Guinée, nous avons fait un pacte avec la coordination de la forêt, notre directive communautaire, vous en tant que fils, vous devez soutenir M. Alpha Condé. C'est clair. Je ne suis pas en train de dire que c'était la bonne solution, je ne suis pas en train de dire que c'est objectif, je suis en train de faire un constat. Maintenant, on peut dire que ça a été une bonne chose au gré des uns, ça a été une mauvaise chose au gré des autres, peu importe. Je dis et je répète, je n'ai pas le regret par rapport à cela. Ce que je regrette et ce que je condamne, c'est l'échec dans la gestion du pays aujourd'hui. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Et c'est le minimum qu'on attendait du professeur Alpha Condé, c'était au moins de mettre les Guinéens ensemble. Je ne parle pas des problèmes économiques. C'est vrai que l'héritage est lourd, même si les gens disent ça fait 2 ans, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, ça dépend du point de départ. OK? Mais mettre les Guinéens ensemble ne demande pas de l'argent. Ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça demande simplement l'égalité de traitement des Guinéens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur obédience politique. C'est ça qui nous met dans ce problème. C'est ça que je condamne. Le passé, il est regrettable en termes parce que ce n'est pas une norme. Un pays ne peut pas avancer sur le régionalisme, sur des valeurs aussi anachroniques que celle-là. Mais c'est la réalité aujourd'hui de notre pays. Elle va évoluer seulement si nous nous engageons tous résolument à respecter nos lois, à donner à chaque Guinéen le traitement qu'il mérite, selon la Constitution, à éviter des frustrations des uns et des autres parce qu'ils sont d'une région ou parce qu'ils sont d'un parti. Voilà. Merci, docteur Kassouri. Hein, voilà. Alors, nous allons prendre peut-être la dernière question et puis prendre M. Chérif Aïdara, qui est donc de la société civile, et puis le docteur Moketou depuis Paris, hein, pour la conclusion. Alors, prendre donc une dernière personne et revenir donc à M. Chérif Aïdara, hein, pour un petit commentaire et puis, disons, une petite question, hein, pour notre invité. Et ensuite, permettre à notre invité, hein, de nous donner pratiquement son mot d'espoir pour cette Guinée, hein, voilà, disons la nouvelle Guinée, hein, version donc Dr Kassouri Fofana. S'il était président, s'il avait été élu président, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais voilà, ça sera donc dans à peu près donc 5 ou 6 petites minutes. Rapidement, on va aller du côté donc de Mandjou. Hein. Touré, allez-y rapidement, 30 secondes, votre question. Alors, Touré, hein, voilà, ça doit être l'arrière petit-fils de Sékou Touré. Hein. Comment ça va, mon ami Touré? Oui. Allô? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, Touré. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir. Ok, M. Fofana, je vous remercie beaucoup, mais je regrette beaucoup
Et je demande quand est-ce que la Guinée va marcher. Tout le monde a raison. J'ai écouté M. Dalen, son gouvernement était le meilleur. J'ai écouté M. Sidia, c'était le meilleur. M. Katori, c'était le meilleur. M. Kouyaté, c'était le meilleur. Mais ce retard-là est dû à qui en ce moment? Et comme vous voyez, depuis l'indépendance, on a compris votre question, monsieur. C'est une question très loin. D'accord. On a compris votre question. Hein. Alors, Jacques, s'il vous plaît, je vais donner quelques exemples. Depuis l'indépendance, non, laisse-moi finir. Il y a une sorte d'égoïsme très méchant qui accompagne l'impunité en Guinée depuis l'indépendance. C'est le même de près ou de loin. Je prends un exemple. J'étais à l'école primaire, j'ai connu le père de Kera comme gouverneur. Le grand-père de Lansana Kouyaté comme sous-préfet central, sa femme, le père de sa femme comme ministre de l'Intérieur, comme gouverneur. Les mêmes de près et de loin. Pourquoi cette méchanceté ne constitue-vous pas un syndicat pour le retard de la Guinée pour ouvrir un boulevard à la jeune dictation, leur conseiller de votre échec? Merci. D'accord. Merci à M. Touré. Je crois que la question était très claire au départ, mais après vous êtes un peu embourbé encore. Alors, le docteur Kassori, M. Touré pense que, bon, tous ceux que nous invitons, le Premier ministre, ils pensent qu'ils avaient donc le meilleur gouvernement qui fait le meilleur travail, mais n'empêche que la Guinée est toujours en retard. Alors. Donc le retard est dû à qui alors? Allô? Oui, docteur Kassori. Oui, M. Touré, je vais vous dire, que l'évolution d'un pays, c'est pas un miracle. Hein. Vous verrez, vous avez compté, ça fait 2 ans et demi, vous observerez, si je vous dis combien de kilomètres le professeur Alpha Condé a mis, combien d'écoles il a construit, combien de santé ou d'hôpitaux, vous serez peut-être en difficulté. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser le point de départ et les conditions historiques dans lesquelles la Guinée a évolué. Sous Sékou Touré, le pays a été isolé et la mauvaise politique liée à la période de la guerre froide, donc à cet isolement, n'a pas favorisé des investissements importants en Guinée. On est parti d'un stock très faible. Là, pour vous donner 2 exemples très clairs, le pays avait à peine le taux de scolarisation sur Sékou Touré en 1984 était de 22%. La couverture sanitaire. Allô? Oui, allez-y, je crois qu'il y a quelqu'un qui... La couverture sanitaire du pays atteignait à peine 25%. Le nombre, écoutez, parce que c'est des choses sérieuses. Ok? Oui, le nombre de kilomètres bitumés atteignait à peine 1000 kilomètres, etc. Et dans le domaine de l'énergie, dont vous venez de citer l'exemple, la capacité totale après 25 années de pouvoir atteignait à peine 50 mégawatts. Ok? Voilà l'héritage à 2 secteurs. Comptez bien, vous pouvez trouver que peut-être on n'est pas encore développé, mais quand vous observerez que le taux de scolarisation a dépassé 60% entre-temps, il y a eu plus de 2000 km de route, il y a eu des pistes, il y a eu des ponts, mais le stock de base est très faible. Ce n'est pas suffisant parce que la comparaison dégrade l'âme. Si vous comparez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas eu d'interruption de la colonisation à la période d'aujourd'hui, d'une inflation structurée, d'une politique soutenue en termes d'économie libérale, écoutez, vous comprendrez que même si, quels que soient les efforts, et malgré le contexte international qui a changé pour la Guinée, parce que le peu de résultats qu'on a là, c'est une chance pour M. Alpha Condé d'avoir glané près d'$1 milliard en moins de 6 mois. Une chance pour
basé sur l'héritage des autres. Peut-être ça, vous ne le savez pas. Les 700 millions tirés de Rio Tinto ont été rendus possibles parce que le secteur minier a été restructuré avant lui et les conditions pour négocier ce package, qui est même insuffisant, qui a été négocié dans des conditions, c'est pas moi qui le dis, lui-même il l'a reconnu après, qui ont été négociés dans des conditions non satisfaisantes. C'est parce que c'est le bilan du passé qui l'a permis de faire ça. OK? Donc, il ne faut pas arrêter de dire les autres n'ont rien fait, c'est pas vrai. Là, ne minimisez pas. Dites qu'on n'a pas, ça n'a pas été fait assez pour de multiples raisons. La corruption, l'incompétence, le manque de ressources, l'isolement, le contexte international. J'en passe. Pour mille raisons. Mais les conditions, vous devez reconnaître aussi qu'aujourd'hui, les conditions sont plus favorables pour la Guinée comme pour les autres pays. Regardez, la Côte d'Ivoire, elle fait des progrès rapides. Pourquoi? Pourquoi les conditions sont favorables pour la Guinée? Elles sont favorables parce que nous avons été désendettés comme la Côte d'Ivoire a été désendettée, comme le Sénégal a été désendetté. Donc, tout ce que nous produisons, pour l'essentiel, reste dans nos caisses et nous permet de faire mieux. Ce qui n'était pas le cas dans les anciens régimes. Sékou Touré ou Conté. Et ne me dites pas parce que Alpha Condé excellent a pu réussir la PPT. Il n'y avait pas de PPT sous Sékou Touré. Il n'y avait pas de PPT sous Conté jusqu'à 80, parce que l'initiative a été créée en 96, purement et simplement. Et la crise de la dette qui a frappé l'ensemble des économies africaines et mondiales, la crise de la dette des années 80 a essoufflé toutes les économies. Le taux de croissance dans cette région, dans notre région africaine, a à peine dépassé 2% sur 2 décennies. D'où l'idée des programmes d'ajustement structurel. Donc tout ça, en comparant, arrêtez d'affirmer les choses que vous ne connaissez pas. Vous faites l'effort de vous renseigner, de vous informer pour que votre jugement apparaisse un peu objectif et un peu plus équilibré. Ne dites pas bravo, tout est beau. Non, tout était mauvais, c'est pas vrai. Regardez l'aéroport de Conakry. C'est le travail de Lansana Kouyaté. Il a fait un travail utile. Notre aéroport était une espèce de, je ne sais pas le qualifier. Ça, c'est son bilan. OK? Je peux citer des bilans. Voyez la restructuration sur les routes. C'est le travail de M. Dalin. Les ponts, les choses. Il a fait plus que n'importe quel ministre, malgré tout le discrédit qu'on essaie de lui porter. Je sais cela. Parce que c'est un jugement technique, pas politique, que je suis en train de porter. Voyez la restructuration financière. C'est le travail de Sidya Touré. Donc il faut se mettre dans une perspective, dans des conditions données. Chacun a fait un peu ce qu'il a pu. Peut-être pas suffisant aux yeux des uns, au gré des uns, ou pas assez au gré des autres. Mais être affirmatif pour dire tout est négatif, c'est un nom de Dieu, c'est manquer même d'objectivité intellectuelle, parce que tout ne peut pas être négatif dans la vie. Et puis ce que vous dites là, vous avez des problèmes à le prouver, parce que quand vous fouillez dans les documentations du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, c'est pas ce qui est écrit. Vous ne verrez pas que tout est négatif depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à l'ère de Alpha Condé, c'est pas vrai. Je dis que ça a évolué en yo-yo, en dents de scie. Il y a des périodes qui sont jugées bonnes, c'est le temps de Sidya, de Kassori, de Dalé, de Kouyaté en termes d'ajustement, non, pas évident. Il y a des périodes qui sont jugées mauvaises, mais globalement, peut-être vous pouvez dire globalement mauvais. Ça dépend du jugement des uns et des autres. Mais, nom de Dieu, arrêtez, soyez un peu humble au RPG pour ne pas, parce que sinon vous aurez des problèmes. C'est que, comme je le disais il y a un instant, vous disiez que vous allez donner le riz à bon marché,
vous êtes fait prendre dessus. Vous n'avez pas le riz à bon marché. Vous avez dit que vous allez garantir le riz à bon marché indéfiniment. Vous avez fait de la subvention au riz. Ça a marché le temps d'une ou deux commandes. Après, vous n'avez pas pu. Vous disiez que vous allez donner l'électricité à la Guinée. Aujourd'hui, plus qu'il y est. Vous disiez que vous allez donner de l'eau. Plus d'eau, il y a même moins d'eau qu'il y a. Attention, alors soyons humbles parce que les réalités économiques sont têtues. Vous êtes arrivé à un contexte international favorable, mais que le système de malgouvernance est en train, hélas, de nous pénaliser. On ne va pas profiter, hélas, comme la Côte d'Ivoire le fait aujourd'hui, comme la Sierra Leone le fait aujourd'hui, de cette situation parce qu'on s'enlise dans la crise politique, on s'enlise dans la malgouvernance administrative. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement donc à la fin. Je crois qu'il y a un frère ou une soeur qui est donc en host. Alors, présentez-vous, posez votre question, et puis M. Chérif Haïdara va conclure, et puis donnons le dernier mot au Dr Kassouri. Alors, c'est le Dr Mouketou, voilà, Dr Jean-Aimé Mouketou, donc depuis Paris. Allez, docteur. Oui, merci, Monsieur Jacques Auger. Je voudrais d'abord dire bonjour à votre invité. Docteur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, mais je pense que les différentes justifications que vous êtes en train de donner sur le retard économique, démocratique, je voulais juste m'arrêter à ces deux niveaux de votre pays. Je pense que ce sont des explications qui ne tiennent pas. Je suis désolé de vous le dire. Vous savez, c'est toujours la même chose. La Guinée est restée en autarcie à cause de Sékou Touré. C'est pourquoi le pays se retrouve dans ces conditions. Mais je voudrais juste revenir à ce moment-là, à cet instant, en vous disant ceci. Votre pays, la Guinée, n'est plus en autarcie depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, vous êtes... Quand je dis vous les hommes politiques, celui qui est au pouvoir, il est dans une situation d'incapacité d'organiser juste une seule élection législative. Vous connaissez le sens, par exemple, d'une élection législative dans un État, le rôle des députés. Moi, ma question est simple, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Ma question est simple. Est-ce que ce n'est pas cet égoïsme politique que nous avons au niveau de l'Afrique, et prenons le cas de votre pays, cet égoïsme politique. Ce n'est pas cet égoïsme politique qui est souvent le premier élément du sous-développement, de la malgouvernance, du manque de démocratie que nous observons par exemple dans votre pays. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais comme c'est la fin de l'émission, je préfère m'arrêter là. Alors, Dr Kassouri, le docteur Jean-Aimé Mouketou l'appelle depuis Paris, il est d'origine gabonaise. L'origine gabonaise. Voilà, c'est ça. Je vous remercie de vous intéresser à la Guinée et à notre émission. Et je vous remercie pour votre contribution. C'est une question de jugement. Pour moi, l'égoïsme politique n'est pas une raison objective. Elle n'est pas objective parce que elle n'est pas mesurable. Ce qui peut être mesurable et qui peut être jugé en termes économiques, en termes de conséquences sur l'économie, de conséquences sur la société, c'est la qualité des institutions, la gestion. Et de ce côté-là, je dirais, contrairement à ce que vous dites, que le retard de l'Afrique est lié à la faiblesse des institutions. Le retard de l'Afrique, à côté de cette faiblesse des institutions, est aussi lié à l'insuffisance du capital humain. Je ne le dirai pas assez, je ne le soulignerai pas assez, mais la comparaison entre les pays vous indiquera, mes chers frères du Gabon, que s'en sont bien tirés ceux pays
qui ont investi en l'homme en termes d'éducation et qui ont garanti la fiabilité des systèmes institutionnels. Alors, pour moi, l'explication de retard de l'Afrique tient à ces deux faiblesses-là, la faiblesse des institutions et la taille humaine avec pour conséquence le déficit de démocratie et pour conséquence l'impertinence dans des choix économiques et dans des actions gouvernementales pour sortir le pays du sous-développement. Sur votre sujet sans polémiquer, c'est juste un échange de vues, je ne cherche pas à polémiquer. Votre jugement par rapport à la période de sectourée, là aussi on a une différence. Je place mes arguments sur un plan planétaire pour vous faire observer que globalement, ceux des pays après la Deuxième Guerre mondiale et depuis la guerre froide qui a connu sa fin, comme vous le savez, à l'écroulement du mur de Berlin en 1989, toute cette période, ceux des pays dans cette période de guerre froide qui ont choisi l'économie de marché, quel que soit par ailleurs le déficit de démocratie, se sont tirés mieux en comparaison à ceux des pays qui étaient dans l'autre camp. Bref, l'histoire nous a enseigné que le socialisme, le communisme, comme mode de gestion des sociétés et des économies, a échoué. Le monde est devenu monopolaire avec l'économie du marché comme l'unique solution. Donc, nous, la Guinée, nous étions hélas dans le camp du mauvais choix, vu dans cette perspective historique. Souffrez donc qu'on le place dans ce contexte-là pour comprendre que cet héritage est un héritage lourd. Il n'est pas différent de celui des pays de l'Est, qui jusqu'aujourd'hui sont en train d'avoir des difficultés avec l'intégration européenne. Ok? C'est quelques remarques, observations que je voudrais faire à votre réflexion pour dire que l'histoire, notamment quand je parle de l'histoire des conditions historiques, il faut les placer dans le contexte de la guerre froide, les choix idéologiques qui en ont découlé, la faiblesse des institutions, la faiblesse du capital humain sont les causes du retard de l'Afrique, de nos pays, du retard sur le plan économique, du retard en termes de déficit de démocratie. Et même si la qualité des politiques, je comprends quand vous parlez d'égoïsme, toute cette qualité-là dépend de la qualité du capital humain. Ok? Si vous qui êtes aux États-Unis, vous rentrez demain au Gabon, vous ne conduirez pas de la même manière que le président actuel du Gabon. C'est clair. Je n'ai pas de doute. Parce que vous avez une perspective beaucoup plus différente, enrichie que vous êtes de l'expérience du vécu ici, en termes de formation, tout comme en termes de vie dans la société américaine.
Alors, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Hein. J'ai Roger Chaud sur la réunion. Donc, voilà, alors, donc, monsieur Chérif Haïdara, allez-y pour votre commentaire et puis certainement une question pour le ministre. Voilà, bonsoir monsieur Roger. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, docteur Fofana. Et permettez-moi de dire bonsoir aux auditeurs si nombreux qui sont à l'écoute de cette grande émission ce soir. Et permettez-moi de remercier docteur Fofana du temps qu'il consacre à ses confrères guinéens depuis son retour cette fois-ci aux États-Unis. Je crois que c'est la énième fois qu'il se prête aux questions des Guinéens qui, majoritairement, se posent autour des questions historiques de sa gestion du passé. Mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Guinéens doivent se rendre à l'évidence de la situation que traverse notre pays. Notre pays est en train de traverser une situation assez difficile qu'à partir d'hier, qui commence à avoir un peu d'essoufflement, on commence à voir un peu l'espoir renaître dans le pays pour la simple raison que la marche qui était proposée par l'opposition pour aujourd'hui jeudi a été suspendue et je crois que le médiateur et ses collègues guinéens, celui envoyé par les Nations Unies et ses collègues guinéens, ont commencé les négociations pour essayer de ramener les protagonistes autour d'une table. C'est ce qu'a voulu tous les Guinéens. Je crois que c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Et je crois que ce soir, nous avons vu aussi un acte venant de l'exécutif essayant d'aller dans ce sens en libérant les personnes qui ont été condamnées récemment à plus de 6 mois de prison. Tout cela veut dire que les gens commencent à mettre la balle à terre en Guinée. Donc, il est aussi important que nous, Guinéens vivant à l'extérieur, commencent à faire la même chose. Dr Fofana a fait le tour d'horizon de la situation guinéenne aujourd'hui, du passé, du présent, et même fait des projections pour le futur. Je crois que les élections de 2010 ont divisé la Guinée, cela est très visible, mais malheureusement, ça ne devrait pas continuer. L'installation du président Alpha Condé aurait pu mettre fin à cette division tout en ramenant tous les Guinéens ensemble, en essayant de les prendre tous sur les mêmes bases, les traiter de la même manière. Mais malheureusement, la division est restée et elle continue. Et j'espère qu'avec ce dialogue, si Dieu le veut bien, qui est à l'horizon, toutes ces questions pourront trouver leur solution après que les protagonistes soient mis d'accord pour l'organisation des élections et en réglant toutes les questions qui les divisent aujourd'hui. Donc, ma question pour M. Fofana serait de savoir, à l'issue de ce dialogue, si le professeur continuait à insister sur la date du 30 juin et sur la rétention vaille-que-vaille de Weymark comme opérateur qui accompagnerait la CENI à ces élections, est-ce que l'opposition continuera à le suivre ou l'opposition va boycotter les élections ou l'opposition va continuer les marches pour que le professeur change d'avis? Je vous remercie, Jacques. Merci à M. Chéri, pour cette excellente question. Docteur Kassory, allez-y. Je vous remercie, M. Chéri, d'abord pour vos commentaires pertinents qui situent restitue bien le contexte dans lequel notre pays, notre cher pays se trouve et la nécessité d'y trouver une solution et surtout l'espoir qu'on ait un droit d'attendre l'accalmie actuelle. Nous espérons que cette accalmie se poursuivra par le dialogue. Comme je l'ai dit tantôt, Georges, je n'ai pas vu de pays où l'opposition débraye par faute de dialogue, sauf en Guinée. Dans tous les pays du monde, c'est l'opposition qui fuit le dialogue. Mais en Guinée, c'est le pouvoir qui fuit le dialogue. J'espère que la raison va l'emporter sur la passion pour que le protagoniste se retrouve autour de la table
Pour répondre à votre question, M. Chérif, j'espère que cette accalmie et l'histoire récente des événements devraient inspirer le pouvoir à tirer les conséquences de la situation et comprendre qu'il n'a pas le peuple avec lui. Il en reste là, en tout cas sur cette question-là. Sinon, comment expliquer que malgré les morts, malgré les cas, la détermination des populations reste intacte ou même se renforce? Encore une fois, c'est l'indication pour tout pouvoir aviser, c'est l'indication claire qu'il n'a pas les populations de son côté. Alors, si on est démocrate, la première conséquence, c'est de faire ce que veulent les populations. Les populations veulent des élections transparentes. Si le PG refuse cela, il dit, j'exerce la volonté du prince ou la volonté du roi, la Guinée dira, non, la Guinée n'est pas un royaume. Nous ne voulons pas d'un royaume, nous voulons d'une république. Nous continuerons à marcher. Parce qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il nous faut, c'est le dialogue. Encore, il y a la médiation internationale, donc un arbitre neutre qui pourrait aider à ce que ce dialogue aboutisse à une solution consensuelle. Si on refuse cela et qu'on maintienne les dates et les modus operandi de ces élections, je regrette. Qu'est-ce qui nous reste comme choix, M. Chérif? Nous continuerons dans la rue, fort du soutien populaire qui nous accompagne dans cette rue. Et je dirais encore une fois, je crois l'avoir déjà dit à mes frères, mes confrères mes concitoyens de l'autre côté, de l'autre bord, du RPG Arc-en-Ciel. S'entêter dans une situation comme cela, supposons même qu'on continue à manifester, qu'il y ait des morts salis, qu'il y ait élection, qui se donne 99% du RPG. Encore une fois, pour moi, ce serait une victoire sans gloire, parce que ça ne garantira à rien la paix. La paix ne peut reposer que sur un consensus politique. Je me limite là, c'est à eux de tirer les conséquences de ce propos. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Kassory. Alors, nous allons vous permettre certainement donc, de vous adresser à vos compatriotes, votre mot d'espoir, et surtout, profiter en même temps pour représenter un peu votre parti aux auditeurs. Alors, vous êtes allez-y pour le mot d'espoir, docteur Kassory. Donc, je vous remercie. Le but de cet exercice de communication, très franchement, n'est pas de faire la promotion de mon parti. Je veux que les Guinéens comprennent que mon action politique se situe dans l'intérêt exclusif de la Guinée. C'est ça qui m'intéresse. Je veux que ce pays marche. C'est mon pays. Je ne suis pas obstiné. Je n'ai pas de l'obsession pour le pouvoir suprême. Je suis musulman. Je sais que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Donc, ma conviction est que on peut avoir des ambitions, mais c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Donc, là n'est pas la question. Le sens de mon combat politique, c'est de voir ce pays dans les conditions semblables aux autres pays. Pas extraordinaires, mais semblables aux autres pays. Alors, c'est pour cela que ce n'est pas du nomadisme politique. C'est pour cela que je saurais, si l'opposition demain n'est pas dans l'intérêt, dans la bonne direction, selon mon jugement, je quitterai l'opposition. Je quitte le pouvoir parce que le pouvoir n'a pas raison. Le système de gestion du pays n'est pas bon.
Le système de gouvernance bâti sur l'exclusion des Guinéens au profit ou au détriment d'autres Guinéens n'est pas bon. Ce n'est pas une manière de garantir la sérénité, de garantir l'unité d'un pays. Mon appel à mes compatriotes de dehors est de dire que nous qui avons la chance de vivre une véritable démocratie, nous devons nous interdire des excès qui pourraient mettre le feu au pays. Nous pouvons, en termes de conseil, en termes de dialogue, je vous remercie, M. Georges, de faciliter des dialogues de ce genre, parce qu'on est dans une situation où les Guinéens ne se parlent plus, ou se parlent très peu. Comment peut-on progresser sans communication, sans dialogue? On peut avoir des opinions différentes. C'est l'ordre normal des choses. Mais on ne doit pas s'interdire de communiquer, de dialoguer entre Guinéens, entre frères, quelle que soit la diversité de nos opinions. C'est cela la démocratie, qu'on respecte le droit des uns et des autres d'avoir des opinions propres, mais qu'on se condamne à l'obligation de fraterniser. Ce n'est que par cette voie que nous pouvons redresser notre pays. Donc mon langage n'est pas pour demander à mes concitoyens ici, venez voter GPT, ce n'est pas le sens de ma communication. J'ai voulu simplement donner, en toute humilité, ma lecture de la situation, mon témoignage de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et ma perception du comment on peut résoudre ce problème. Je terminerai par résumer ce comment. Le dialogue dont les bases, les contours ont été déjà fixés est possible à condition que le pouvoir qui en détient les clés accepte de ramener la situation à la période avant le décret. Le point où nous en étions avant le décret, qui nous ramène à cette situation, on va au dialogue. C'est cela mon espoir, parce que l'obsession ou l'obstination dans une mascarade, pour une mascarade électorale, pourrait conduire à une situation peut-être de victoire, mais sans gloire, et qui enfoncerait davantage le pays dans l'instabilité et la désunion. Je vous remercie. Alors, je disais tout à l'heure, donc merci, docteur Kassory Fofana, et à très bientôt, portez-vous bien. Voilà, alors, ceux qui attendaient donc leur émission au niveau donc l'émission musulmane, Assalamu alaikum, le MAM sera avec nous environ après donc l'émission donc de Mandé Kanikaïrali, du docteur Bamba tout à l'heure, aux environs donc de 22h30, donc